Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de m'écouter. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Ça a vraiment fait écho à ce que je vais dire. Donc je commence directement par la présentation. On peut commencer ? Voilà, merci beaucoup. Alors, voilà, super, donc ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc, je vais me présenter en 2 mots. Voilà 25 ans que j'utilise l'IRM, l'imagerie en résonance magnétique, pour expliquer le cerveau. Donc, pour essayer de comprendre ce qui se passe entre nos 2 oreilles quand on commence à penser. Voilà. Alors, c'est moi en 2008, donc ça date un peu, à l'Institut neurologique de Montréal, où j'ai fait mon postdoc sur l'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec. Donc, c'est une étude où on a scanné 1672 paires de jumeaux à travers le Canada pour essayer de comprendre la différence entre le cerveau des jumeaux qui partagent 100% leurs gènes. C'est vrai qu'au tout début, pendant le doctorat, je me suis beaucoup plus spécialisée sur l'anatomie du cerveau. L'anatomie, est-ce que c'était différent ou pas différent? Après, petit à petit, ce qui m'a intéressé le plus, ce n'est pas l'anatomie seulement, mais aussi le fonctionnement. Le fonctionnement du cerveau, comment le cerveau fonctionne et pourquoi des jumeaux qui partagent 100% leurs gènes ont un comportement différent et même parfois une maladie telle que la schizophrénie qui est relativement génétique. Une jumelle peut avoir la schizophrénie et puis l'autre pas. C'est vrai que notre cerveau, qui est doté de 100 milliards de neurones, et chaque neurone fait à peu près entre 50 000 jusqu'à 100 000 connexions, a une capacité immense, une capacité qui est beaucoup plus grande que les univers. Donc, raison pour laquelle la société de plus en plus s'intéresse aux neurosciences, allant de notre perception du fonctionnement humain, comment l'humain fonctionne, comment aussi de plus en plus on a ces importances dans l'éducation, comme monsieur l'a très bien dit. C'est vrai que pendant longtemps, on se posait la question, est-ce que la dyslexie, par exemple, qui est cette difficulté de lecture, est-ce que c'est à la naissance, après la naissance, est-ce que c'est à 8 ans, c'est comment? Et puis de plus en plus, on sait que la structure cérébrale est de naissance, donc préparée à lire. C'est tellement intéressant que de savoir, pour les jumeaux nouveau-nés du Québec, quand on les a scannés à 8 ans et puis qu'ils étaient diagnostiqués dyslexiques, par exemple, à l'âge de 8 ans, quand on est retourné à leurs images du cerveau à la naissance, on a vu clairement que l'échafaudage, les parties du cerveau qui sont concernées par la lecture n'existaient pas. Ce qui veut dire que c'était des enfants, effectivement, depuis leur naissance, qui n'étaient pas préparés à lire, mais qui étaient peut-être préparés à autre chose. Il faut garder en tête que quand la nature nous prend quelque chose, elle nous donne tout de suite quelque chose d'autre à sa place. Donc c'est vrai que ces enfants dyslexiques, je vous remercie beaucoup d'amener cette question. Normalement, pour lire, on a le cortex occipital et puis là, qui va demander à l'hippocampe ou demander au cortex temporal, est-ce que c'est P, B, D, Q, S, Z? Voilà. Donc là, le chemin est rapide, le chemin est déjà préétabli, l'échafaudage est déjà préétabli même à la naissance. Par contre, pour ces enfants, ils ont un autre chemin qui doit absolument passer par le cortex pariétal et puis du cortex pariétal faire le tour. C'est pour ça que c'est très long. Par contre, c'est des enfants qui arrivent très bien à lire les notes de musique. Donc tout en sachant ça, en sachant que c'est des enfants différents, c'est des enfants qui ont d'autres trésors dans la tête, on peut très bien prévenir mieux que guérir. Et puis prévenir en sachant leur anatomie du cerveau, donc comment le cerveau fonctionne, de dire, ok, alors avec ces enfants tout petits,
même à l'âge de 3 ans, on va essayer l'apprentissage d'un instrument de musique. Et puis quand on essaye l'instrument de musique avec ses enfants, 3-4 ans, on trouve qu'ils lisent très bien les notes de musique. Ils arrivent très très bien à lire les notes de musique. Et puis en Suisse, en fait, on a un prix Nobel de la chimie qui est dyslexique, et que lui aussi a dit clairement qu'il trouvait beaucoup plus facilement la capacité de lire les notes de musique que lire la lecture. Donc la compréhension du cerveau est extrêmement importante. C'est vrai qu'actuellement en neurosciences, on est allé au fin fond du cerveau, on est allé jusqu'à voir vraiment les neurones et la communication neuronale. Cette communication neuronale est très importante, une communication neuronale qui commence et qui débute par une secousse électrique, exactement comme l'éclair dans le ciel. Voilà. Donc une secousse électrique qui va créer une onde cérébrale, telle ou telle onde cérébrale, on a normalement 5 ondes cérébrales dans le cerveau, et qui va après, par la suite, voyager le long de l'axone, le long du neurone, pour être plutôt transmise via tout ce qui est neurotransmetteurs et capacité donc de communication chimique dans le cerveau. Alors c'est vrai qu'on est allé au fin fond du cerveau, mais pas encore, on n'a pas encore tout compris. C'est vrai que le neurone est tellement intéressant. Beaucoup de personnes parlent des neurones, mais si vous faites l'analogie entre le cerveau et une ruche d'abeilles ou une fourmilière, vous allez découvrir que les neurones ne sont pas en fait beaucoup dans le cerveau. Les neurones sont comme les reines dans une ruche d'abeilles. Ou bien aussi, dans une ruche d'abeilles où vous n'en m'entendez pas très bien, n'est-ce pas? Ou je continue comme ça, c'est tout bon. Alors, les reines dans une ruche d'abeilles ou une fourmilière, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y en a de plus? Les ouvrières nourricières, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dans le cerveau aussi, on a des ouvrières nourricières qui sont les cellules gliales. Et peu de personnes parlent des cellules gliales. En fait, les cellules gliales sont les nourricières ouvrières du cerveau, et aussi, comme cellules, elles ont un rôle majeur. Tout simplement, c'est ces cellules gliales que pendant notre sommeil long, profond, qui ouvrent des canaux, qui nettoient le cerveau des déchets. Comme quoi? Comme exemple de déchets, les lipopolysaccharides. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes mangent un peu n'importe comment, ou pourquoi certaines personnes sont relativement stressées, mais qui vont très bien dans leur vie. Parce que pendant effectivement ce sommeil long, profond, ces cellules gliales ouvrent ces canaux et nettoient les lipopolysaccharides. Par contre, d'autres personnes lisent les neurosciences et puis, en fait, avec les neurosciences aussi, essayent de tout bien faire, manger bio, complètement tout bien faire, et ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des personnes qui sont stressées ou des personnes qui subissent un stress qui cause, par exemple, perturbation au niveau du sommeil, et ainsi, les cellules gliales ne nettoient pas correctement le cerveau. Donc, ce qui veut dire que quand on parle du cerveau, il ne faut pas seulement parler des reines, ou voilà, donc des neurones, que tout le monde apprécie énormément, mais aussi, il ne faut pas oublier les ouvrières nourricières, qu'elles aussi ont un rôle extrêmement important. Tout simplement aussi, ces cellules gliales qu'on voit ici, donc ces cellules gliales qui entourent le neurone, c'est elles qui fabriquent la matière blanche. Autour du neurone, les petits saucissons que vous voyez ici, ça c'est ça, la matière blanche. Donc cette matière blanche qui est extrêmement importante pour la rapidité de l'information et la synchronisation entre les neurones. Donc c'est des cellules qui sont très très importantes. Encore une fois, notre cerveau est une copie de la nature et la nature est une copie de nous. Donc autour de nous, c'est vrai qu'on trouve des rois, c'est vrai qu'on trouve des personnes très très importantes, sans oublier les autres personnes qui sont les ouvrières nourricières, d'autres personnes qui travaillent aussi et avec qui ces personnes, la collaboration, c'est ce qui fait que la société fonctionne bien. Aussi, le cerveau est exactement à la même image. Donc, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions concernant les neurosciences de plus en plus. Donc, en général, comment on peut utiliser les neurosciences, ou bien est-ce qu'on a une bonne utilité des neurosciences ou pas? On commence par les neurosciences de l'éducation. L'exemple de la dyslexie, c'est juste un tout petit exemple. Donc, exemple de la dyslexie, mais il y en a d'autres aussi. Il ne faut pas oublier que, comme j'ai mentionné, on est né avec un certain échafaudage. Donc, la construction, par contre, on a besoin de plus en plus de construire sur cette construction dès la naissance. Donc, dès la naissance, c'est vrai que nos expériences comptent. Même durant les 9 mois de grossesse. On a clairement vu que les 9 mois de grossesse ont un impact non négligeable sur le cerveau de l'enfant
à naître. Donc les expériences comptent sur surtout la matière blanche du cerveau. Les circuits simples commencent en premier, les circuits simples comme tout ce qui est sensorimoteur, le cortex moteur, le cortex sensoriel, d'où l'importance chez l'enfant de toucher à tout, de jouer, d'avoir le plus de stimulation possible. Le manque aussi d'écran, c'est mieux. Donc les enfants se développent à travers les relations, à travers les expériences. Longtemps, on a parlé de l'attachement, à quel point l'attachement est important, et les neurosciences sont venues pour dire clairement, oui, c'est important. Les relations, c'est ce qui crée les connexions dans le cerveau. Surtout l'attachement depuis tout petit, c'est ce qui va faire en sorte que l'enfant se développe correctement. Le développement donc repose sur ce processus de va-et-vient entre l'enfant et l'adulte, entre l'enfant et l'environnement qui l'entoure. Les gènes sont importants, ça c'est vrai. Les gènes sont une prédisposition, notre bagage génétique, une prédisposition qui nous rend vulnérables ou pas. Par contre, c'est les expériences qui vont déterminer par la suite, petit à petit, ça dépend, si c'est des expériences pour le meilleur ou si c'est des expériences pour le pire. Donc c'est ces expériences qui vont déterminer par la suite la structure des neurones et la structure cérébrale. Mais quand on dit déterminer, ça n'est jamais déterminé, en fait, le cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau se développe. Ce qui est relativement déterminé durant la petite enfance, c'est une architecture cérébrale. Et c'est ce qui rend les neurosciences de l'éducation de plus en plus importantes parce que le bien-être de l'enfant ne va pas seulement s'arrêter à l'école. Est-ce qu'il va avoir des bonnes notes ou pas? C'est aussi la santé mentale. La santé mentale et son système immunitaire qui se construit très tôt et qui va petit à petit intervenir même avec diabète de type 2, hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire et par la suite. Donc, prévenir mieux que guérir, le plus possible et le plus tôt possible. C'est vrai que le cerveau est doté de stratégies compensatoires, même si on est né avec une dyslexie, même si on a un TDAH, déficit de l'attention par exemple, on sait que l'environnement autour de l'enfant, quand l'environnement s'adapte à l'enfant et quand l'environnement essaye d'amener des outils à l'enfant, eh ben, le cerveau trouve toujours des capacités pour compenser, comme par exemple la lecture, et puis le cerveau va essayer de trouver un autre chemin. Donc oui, le cerveau ressemble parfois, si vous considérez le neurone, chaque neurone comme un arbre, avec les dendrites comme les branches de l'arbre, l'axone comme le tronc de l'arbre, et puis les synapses comme les racines, ce qui veut dire que notre cerveau ressemble presque à une forêt immense. Une immense forêt. Quand on est né dans une forêt amazonienne. Voilà. Donc une forêt où on est un peu perdu. Et de plus en plus, les expériences qu'on a de l'environnement, les expériences qu'on a des adultes autour de nous, petit à petit, amènent des sentiers, des chemins, et c'est ainsi qu'on arrive à se retrouver. Ces sentiers, ces chemins, vous pouvez les voir ici. Donc ça, c'est vraiment le travail à travers les âges. Alors quand on dit la matière grise, c'est tout ce qui est gris. J'arrive pas à allumer ici, mais voilà, ça, vous n'arrivez pas à trouver le pointeur. Mais tout ce qui est gris autour du cerveau, voilà la matière grise, donc c'est les neurones. Et puis là-dedans, vous avez les sentiers, les chemins. Ça, c'est la matière blanche. C'est ce qu'on construit à travers les âges. Et puis là, vous arrivez très bien à voir la différence entre 1 an et 10 ans. Quelle est la différence? Plus de matière blanche, c'est-à-dire plus d'expérience, plus d'apprentissage, plus de mémoire, plus d'acquisition. Et là, petit à petit, on a cette très belle matière blanche à travers les âges. Ça ne veut pas dire qu'à 90 ans, on n'a plus d'expérience. Non, parce que les personnes, même à 90, même à 100 ans, quand on multiplie les expériences, le plus qu'on apprend, le plus qu'on aura tendance à avoir une très belle matière blanche à travers les âges. Donc, ce qui montre qu'on n'est pas déterminé. Peut-être prédéterminé, oui, mais jamais déterminé. Vient la deuxième partie, l'adolescence. Donc c'est aussi une période vraiment un peu charnière, une période où l'adolescent a besoin de dire non,
pour s'autonomiser, où l'adolescent a besoin de faire parfois même des bêtises, mais c'est voulu pour découvrir le monde, pour aussi amener une très belle matière blanche à son cerveau, pour amener de plus en plus de matière blanche. Donc c'est ce qui un peu différencie la période enfance. Donc là, vous voyez, donc juste permettez-moi, parce que là, c'est un peu... Alors, là, cette partie ici, au centre du cerveau, alors c'est les deux cartes corporelles, donc la carte somatosensorielle, comme vous la voyez très bien, et la carte motrice. Pendant longtemps, en fait, le cortex pariétal qui est là, juste tout en haut, était un peu oublié des neurosciences. On se concentrait beaucoup plus sur le cortex frontal. Le cortex frontal, responsable des fonctions exécutives. Le cortex frontal mature à 25 ans, le cortex frontal qui est responsable de ce qu'on appelle l'intelligence humaine, c'est la partie la plus humaine. Donc cette partie pariétale était relativement assez oubliée. Par contre, en 2009, il y a un article qui a été publié très intéressant. Un neuroscientifique de l'université de Harvard s'est dit « Ah ben, nous, on a dans un bocal très bien préservé le cerveau d'Einstein. Moi, je vais demander au comité d'éthique de le faire sortir et puis de le mettre dans le scan pour voir mais quelle partie de son cerveau était la plus développée. » Eh bien, M. Einstein n'avait pas cette partie frontale qui est la plus développée, qui est l'intelligence même, mais c'était plutôt cette partie pariétale. Donc le cortex pariétal, ça dit quoi? Le cortex pariétal, c'est l'image du corps, c'est vraiment tout ce qui est corporel. C'est la carte corporelle de notre corps, c'est le temps, c'est la partie du cerveau qui gère le temps, la relativité, c'est Einstein. Donc c'est vraiment cette partie qui est vraiment pariétale qui était la plus développée. Mais puisque la nature est juste, parfaitement juste, alors une autre partie qui était plus le cortex frontal était moins développée chez Einstein. Donc c'est vrai que la nature est juste, tout le monde est à égalité à sa façon. Alors depuis ce moment-là, depuis 2009, je vous assure que toutes les mamans neuroscientifiques ont mis leurs enfants à apprendre un instrument de musique. Pourquoi? Parce que c'est l'instrument de musique, apprentissage d'un instrument de musique, qui améliore la quantité de neurones dans le pariétal. Alors, le pariétal, c'est aussi maths physique. Voilà, donc c'est une partie très importante. Donc durant l'enfance, c'est très très important d'apprendre à l'enfant de contrôler son corps. Alors quand on parle de yoga, quand on parle de tout ce qui est, tu t'assis, tu restes, tu attends, tu écoutes, tu attends, voilà, tu lèves la main, ça c'est important. Ça, malheureusement, dans certaines écoles, on a oublié, mais ça, il faut y revenir. C'est très, très important pour l'enfant d'être ancré dans son corps, d'apprendre à gérer son corps, d'être en connexion avec son corps. Une fois cette partie bien activée dans le cerveau, et une fois aussi qu'on a appris à l'enfant d'activer le langage intérieur, et puis de l'amener vers le langage parlé, les contes, c'est quelque chose de magnifique pour l'enfant. Les contes, quand l'enfant écoute les contes et puis il commence à comprendre, il commence à développer ce qu'on appelle langage intérieur. Et puis après, on lui parle. Et puis, qu'est-ce que tu en penses? Et voilà. Donc toute cette parole, toute cette discussion amène tout ce qui est langage intérieur vers le langage parlé. Donc on augmente le nombre de connexions. Rappelez-vous l'image de la forêt, de l'image des sentiers. Le plus qu'on parle avec l'enfant, le plus qu'on pousse l'enfant à la réflexion et être ancré dans son corps, le mieux qu'on le prépare pour la deuxième période, l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, c'est plus le cortex frontal qui va se développer, mais un cortex frontal sans base corporelle, un cortex frontal sans être ancré dans le corps, un cortex frontal développé sans langage intérieur, ça vaut presque rien. Alors c'est vrai qu'à l'adolescence, on a la prise de risque, la recherche de nouveautés, l'importance du groupe, c'est très très important, effectivement, c'est ce qui caractérise les adolescents. Poussés en dehors de la maison, c'est le deuxième élagage synaptique. On appelle ça l'élagage synaptique. Donc rappelez-vous la forêt, on a besoin parfois d'élaguer un peu pour transformer cette forêt amazonienne en forêt suisse, où on a des sentiers, des pancartes. C'est beaucoup plus clair. Le premier élagage synaptique se passe entre 2 et 4 ans, où l'enfant aussi dit non et commence à dire non. Le deuxième élagage synaptique, c'est à l'adolescence, où le jeune commence à dire non, c'est bien ce non. Donc c'est bien d'avoir prise de risque, recherche de nouveautés et puis l'importance du groupe, c'est ce qui prépare le jeune de plus en plus à activer le cortex frontal. Par contre, il y a un ennemi juré durant cette période enfance-adolescence qui entrave
la formation et puis la maturité de ce cortex frontal qui est notre chef d'orchestre. L'ennemi, c'est le stress, qui est malheureusement devenu un ami de notre société. L'ennemi, c'est le stress. Pourquoi? Le stress amène un niveau de cortisol assez important dans le cerveau. C'est vrai qu'au début, le cortisol, il est notre ami. Je ne peux pas dire que le cortisol, c'est un ennemi. Je ne peux pas. Parce que le cortisol, c'est anti-inflammatoire. Mais le cortisol équilibré, c'est anti-inflammatoire. Le problème, c'est que durant les moments difficiles, par exemple, le moment, c'est 2 ans de Covid, ou d'autres moments difficiles de notre vie, notre cerveau, malheureusement, oublie qu'on est en 2022 et puis voit le stress comme un mammouth, comme un grand monstre qui va nous dévorer. Et une fois que le cerveau a vu le stress comme un mammouth qui va nous dévorer, il va tout de suite augmenter tout ce qui est anti-inflammatoire, parce qu'il se dit, alors, elle doit se préparer pour combattre le mammouth ou fuir le mammouth. Et puis dans les 2 cas, peut-être qu'elle va se blesser. Et donc, je vais augmenter un tout petit peu le niveau de cortisol pour préparer l'énergie corporelle, pour préparer aussi Chérine à combattre le mammouth. Par contre, malheureusement, dans notre société, il y a toujours le stress et on ne combat pas, on subit, on est soumis, on subit. Et là, notre cerveau se dit, peut-être qu'elle n'a pas compris, je vais augmenter encore le cortisol. Et là, on ne fait rien. Est-ce qu'on fait du sport? Non. On fait du yoga? Non. On fait méditation? Non. Est-ce qu'on fait des réflexions? Non. Est-ce qu'on essaye de combattre vraiment le mammouth? Non. Et donc là, à ce moment-là, notre cerveau va faire en sorte qu'il augmente et augmente le cortisol et arriver à un moment que le cortisol se transforme en pro-inflammatoire. Malheureusement, une fois que le cortisol est transformé en pro-inflammatoire, c'est là qu'on peut somatiser, avoir migraine et même avoir diabète de type 2, hypertension artérielle et d'autres maladies. Donc c'est vrai que durant ces 2 moments, enfance-adolescence, la compréhension du stress, essayer de normaliser les situations et rendre le jeune de plus en plus résilient, c'est très important pour le développement de son cortex préfrontal qui est notre chef d'orchestre, qui est notre big boss, vraiment ce cortex frontal. Monsieur a clairement dit que les neurosciences actuellement sont de plus en plus impliquées même dans le neurodroit, un domaine qui m'intéresse beaucoup. Effectivement, aux États-Unis et dans d'autres pays aussi, alors, à quel âge on peut envoyer un jeune criminel qu'on considère criminel et le juger? À quel âge on a le libre arbitre? À quel âge on arrive à reconnaître les conséquences de nos actes? Alors c'est entre 18 et 25, et donc de plus en plus les neurosciences montrent que c'est plutôt 25 ans. Cette partie frontale, vous allez me dire oui, mais c'est-à-dire que cette partie frontale n'est pas là à la naissance? Si, elle est là à la naissance, mais encore une fois, c'est comme l'échafaudage. Je suis en train de bâtir une très belle villa. C'est pas d'un coup, je mets l'échafaudage et puis petit à petit, alors la construction prend place. La construction de ce chef d'orchestre, cette partie très frontale, surtout préfrontale, mature vers 25 ans. C'est ce qui a fait que le neurodroit, ça a changé actuellement. Donc c'est une partie qui est très différente. Donc là, vous allez voir, ça c'est OMNI, Institut neurologique de Montréal, pour l'étude aussi des jumeaux nouveau-nés du Québec. Et puis on a clairement comparé cette partie assez très préfrontale durant l'âge de 2 ans et 15 ans. Et puis on a vu à quel point donc cette maturité cérébrale entre 2 ans et 15 ans, ce qui a changé, c'est la quantité de matière blanche, la quantité d'expériences que le jeune a eues et a reçues. On est d'accord que ces expériences peuvent être des expériences positives ou même parfois des expériences négatives aussi, n'est-ce pas? Donc ça dépend, mais est-ce qu'on ne peut pas changer par la suite? Si, on peut changer parce que c'est le cerveau qui prend nos décisions. Quand un enfant me dit « j'ai pas fait exprès, excuse-moi mais j'ai pas fait exprès, Ok, mais tu sais quoi? C'est toi qui contrôles ton cerveau et c'est pas ton cerveau qui te contrôle. C'est toi qui contrôles ton cerveau. On a vraiment, dans la prise de décision cérébrale, c'est nous qu'on contrôle le cerveau. Donc là, on va juste visionner 3 minutes d'une vidéo qui va nous montrer comment le cerveau prend les décisions. Parce que ça, c'est une partie très très importante en neurosciences actuellement, comment notre cerveau nous aide à prendre les décisions. Donc ces 2 doctorantes
en neurosciences qui parle, et puis elle le dit, bah, tu sais quoi, moi j'ai un patient qui n'a pas de cortex frontal, qui a vraiment une déconnexion entre le cortex frontal et puis les autres parties du cerveau. Puis sa copine lui répond, c'est-à-dire, alors il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Et oui, c'est vrai. Puis on va voir comment ça se passe. Tu l'as déjà vu, le thésard qui passe son temps dans la salle de rédaction? C'est un thésard, c'est sûrement pas le sosie de Ryan Gosling. Enfin, tous les thésards sont pas forcément des binoclars boutonneux. Frappe à la porte, alors comme ça tu seras fixé. Ah non, j'ai pas envie de le déranger. Enfin, dis tout de suite que t'as la fausse, hein. Eh, je te mets au défi. La prochaine fois qu'on sort, tu vas parler à un mec. Ciao Théo, à demain. Et tu vois, dans cet article, il parle d'un patient qui a une lésion du cortex préfrontal. Et du coup, il a un comportement complètement désinhibé. Comme si il répondait que à ses instincts primitifs, tu vois, quel que soit le contexte. Oui, je vois, je vois. Du coup, c'est un peu l'inverse de ton cerveau. Ton cerveau, lui, il contrôle tout. Hey, salut. Ciao Théo, c'était vraiment bien ta soutenance de thèse. Merci. Oui, bah tu veux qu'on... Parce qu'on pourrait... Ah, ça y est, t'es docteur en neurosciences? Tu sais tout sur le cerveau. Enfin, c'est pas pour ça que je suis là dans les pensées des gens. Voilà, donc on se base sur quoi pour prendre nos décisions? Sur une communication entre les différentes parties de notre cerveau. Différentes parties de notre cerveau qui sont comme des sentiers dans cette immense forêt, okay, des sentiers qui sont basés sur nos expériences. Donc c'est vrai que quand on prend une décision, tout de suite, la première partie du cerveau qui s'active, c'est l'amygdale. Donc c'est cette partie parmi les autres activités cérébrales pour dire est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que c'est émotionnel ou pas. C'est très important pour notre survie, donc c'est la base de la prise de décision. Donc c'est vrai que pour prendre des décisions, notre cerveau se base sur ces deux systèmes. Le système limbique, le système des émotions, ainsi que le système de récompense. Notre cerveau est flemmard. Il a 100 milliards de neurones à nourrir. À chaque prise de décision, il y a des neurones qui vont communiquer pour dire pourquoi, ça sert à quoi. Toute cette activité cérébrale, réponds-moi pourquoi. Et puis la réponse est très différente. Il y a des bénévoles qui font ça gratuitement, qui vont dire bah, c'est pour le bien-être de l'humanité, et puis il y a d'autres personnes pour dire bah, et je vais gagner 1 milliard. Donc c'est très spécial à quel point nos prises de décision sont uniques, mais c'est toujours basé sur la communication entre les différentes parties du cerveau. Entre une communication qui dit bah voilà, c'est ce qui se trouve dans ma mémoire. Dans ma mémoire, voilà ce qui se trouve, et puis je me base tout le temps, donc, dans mes prises de décision, ce qui se trouve dans
ma mémoire. Est-ce qu'on a une mémoire? Non, absolument. On a la mémoire sensorielle, on a la mémoire à court terme, on a la mémoire à long terme, on a la mémoire procédurale, on a différents types de mémoire. Mais à chaque prise de décision, on se base sur la mémoire. Et n'oubliez pas que la mémoire, comme Proust l'a très bien dit, est teintée d'émotions. Et les émotions, ce n'est pas un reflet de la réalité, c'est une interprétation. Donc attention, parce que quand on prend des décisions, c'est dans la plupart des cas basé sur l'émotion. Ce qui veut dire que, est-ce que l'erreur de Descartes est vraie, puisque c'est Spinoza avait raison? Alors c'est Antonio Damasio qui a écrit ces 2 livres, un neurologue que j'apprécie beaucoup, Antonio Damasio. Qui avait raison, Descartes ou Spinoza? Les neurosciences ont prouvé que pour une prise de décision, on se base sur les émotions. Pour une prise de décision, c'est vrai que c'est le cerveau, mais pour une prise de décision, on peut prendre des décisions en quelques millisecondes. Un battement de paupières, c'est 250 millisecondes. Tout ce qui est prise de décision passe en dessous de ces 250 millisecondes. Alors, rappelez-vous ça quand vous allez prendre une décision pour la prochaine fois. Est-ce que c'est Spinoza qui avait raison ou Descartes? Notre cerveau est à l'écoute de nos 5 sens. Donc, quand on dit la mémoire, la mémoire, c'est aussi nos 5 sens. Donc, c'est vrai que les Madeleines de Proust, ça a tellement touché beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que c'est une vérité. Notre mémoire est teintée d'émotions et à chaque fois qu'on essaye de prendre une décision, voilà, la force des raisons, parfois, donc c'est face au profit d'autres acteurs cérébraux, comme la mémoire sensorielle et la mémoire des émotions. Le rationnel va aller toujours chercher un contenu émotionnel pour se nourrir, pour décider aussi. Les marqueurs somatiques, tout ce qui nous marque le corps somatiquement depuis notre enfance, joue un rôle dans nos prises de décision. Nos expériences passées conditionnent nos choix parce que c'est la matière blanche, c'est les sentiers dans le cerveau. La neurochimie, avec les neurotransmetteurs, les différents neurotransmetteurs, ont une influence sur nos prises de décision. Plaisir et hédonisme conditionnent nos choix. C'est vrai, quand je dis et je répète, il faut faire du sport, il faut, on ne le fait pas. Mais j'ai envie, et là, tout d'un coup, le cerveau écoute. Ah oui, ok, tu as envie, c'est pas qu'il faut. Non, j'ai envie. Et là, ça change tout. Donc, c'est vrai que plaisir et hédonisme conditionnent nos choix aussi, et donc cette prise de décision est très, très importante. C'est pour ça qu'on s'est dit, ok, mais ça, c'est un point très important. C'est-à-dire, à quoi ressemblerait le leader de demain? La neuroleadership dit clairement que ça ne serait pas les robots, ça serait un humain qui est, comme Einstein un peu, en contact avec son corps. Un humain qui connaît son corps, un humain qui connaît ses marqueurs somatiques, qui connaît ses émotions et qui connaît quand même aussi que ses décisions sont basées sur ou le système limbique ou le système de récompense. Donc le leader de demain va être humble, visionnaire, agile, mobile, communicateur, proche des gens aussi, multidimensionnel, responsable, courageux et inclusif. Ça, c'est le leader qu'on prépare. Ça, c'est le leader qui est en relation avec son cerveau, mais vraiment en relation avec ses marqueurs somatiques et son cerveau limbique, et les prises de décision sont plus basées, pas comme les machines, sur que tout ce qui est rationnel, mais aussi sur les émotions. L'impact des émotions dans le cerveau est immense. Surtout cette partie qui est très très bien cachée, qui s'appelle l'insula. Donc c'est une partie où on a besoin vraiment d'ouvrir cette partie ici pour aller la trouver. Insula en latin c'est petite île. Donc c'est une toute petite île cachée dans notre cerveau, mais elle a le rôle de nous relier tout ce qui est viscéral. Quand on le dit en anglais, I have a gut feeling. On dit en français pas trop, mais je le sens dans mes tripes. On sent quelque chose, je sais quelque chose, mais je ne sais pas comment. C'est là que l'insula, par exemple, quand on a scanné avec l'IRM, les moines bouddhistes, ou bien les personnes qui méditent beaucoup, les personnes qui sont spirituelles, on a trouvé que l'insula chez ces personnes est très bien connectée au corps, très bien connectée à tout ce qui est viscéral. Donc ça, c'est une partie, par exemple, que le leader de demain, on aura vraiment besoin. Cette connexion à soi, pas seulement une connexion à des différentes parties du cerveau,
que le frontal soit bien connecté au temporal, soit bien connecté au pariétal, soit bien connecté. Ça, c'est bien, ok. Mais à un moment donné, on va réussir à faire ces différentes connexions pour tout ce qui est intelligence artificielle. Mais connecté à soi, à l'âme, à nous, à l'intérieur de nous, ça c'est complètement autre chose. Et l'insula joue un rôle assez important là-dedans. Ça, c'était une étude qui m'a beaucoup marquée, qui était vraiment assez intéressante. C'est vrai que de nombreuses personnes tirent leur tranquillité d'esprit et leur but dans la vie de leur croyance. Croyance en spiritualité au sens large, hein, donc de leur croyance. Et c'est vrai que chez ces personnes, quand on les a scannées, c'était aussi une autre partie qui est assez intéressante, c'est le cortex insulaire antérieur. Ce cortex insulaire antérieur que vous voyez ici en orange, c'est une partie qui est notre moniteur de l'erreur. Donc c'est une partie qui est là pour dire « Ah bah Chérine, ce que tu as fait c'est juste. Ah non, ce que tu as fait c'est pas juste. Tu as bien choisi. Non, tu as pris ta prise de décision plutôt sur tout ce qui est rationnel, c'est pas bien. Tu as pris ta prise de décision sur tout ce qui est émotionnel, c'est pas bien non plus. » Donc c'est cette partie. Et puis cette partie, on a vu clairement chez les personnes spirituelles et chez les personnes qui sont assez connectées aussi à leur corps, cette partie fonctionne mieux et surtout durant les moments de stress. Surtout durant les moments de stress. Une étude qui était assez intéressante, publiée dans JAMA, Journal of the American Medical Association, et qui a très bien analysé cette magnifique toile, et qui a clairement dit que la main de Dieu, voilà, sort du cortex singulaire antérieur, qui est moniteur de l'erreur. Vrai ou pas, l'analyse des neurologues, c'était super intéressant, publié dans JAMA, c'est quelque chose qui doit nous alerter en disant, bon, est-ce que j'arrive effectivement à me connecter à cette partie de mon cerveau, ce cortex singulaire antérieur, mon moniteur de l'erreur, est-ce que j'arrive à faire des réflexions? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait autrement? C'est ce qu'on appelle la mentalisation. Cette mentalisation est très importante. Cette mentalisation, qui est la capacité de penser à nos pensées, est très importante. Parce que c'est elle, alors, qui est impliquée aussi dans notre santé mentale. Les réflexions sont très intéressantes. Raison pour laquelle, de plus en plus, en neurosciences de l'art, il y a des prescriptions, au lieu de prescription d'un antidépresseur, prescription d'un neuroleptique, il y a aussi maintenant de plus en plus de prescriptions de visites de musées, des visites de musées. Donc il y a actuellement au Canada et à Genève aussi, donc des médecins qui prescrivent plutôt une visite au musée. L'art nous élève, l'art c'est quelque chose, même les premiers neuroscientifiques, Raman et Cajal, avec ses dessins tellement magnifiques des neurones, c'est vrai que ça nous laisse perplexes. L'art nous élève, l'art touche cette partie cortex singulaire antérieur et l'insula aussi, touche tout ce qui est humain en nous. Donc, la musique aussi, oui, absolument, la musique arrive super bien à réguler les ondes cérébrales. Les ondes cérébrales qui sont le déclencheur de l'activité cérébrale. Donc là, la musique, par exemple, crée en sorte que les différents types de neurones communiquent mieux. À chacun sa musique. Je ne vous demande pas d'écouter tout le temps Mozart. À chacun sa musique. Des personnes peuvent écouter tout ce qui est rap, d'autres personnes musique classique, mais c'est vraiment la musique qui nous fait frissonner. La musique qui nous fait frissonner, c'est cette partie, alors, durant ce moment-là, où on a une augmentation de la quantité de dopamine, un des neurotransmetteurs impliqués dans la motivation, la concentration, le mouvement et la cohérence entre les différents autres neurotransmetteurs. Si on n'arrive pas à vraiment utiliser un instrument de musique, chanter, écouter, c'est aussi une façon d'augmenter cette capacité de la dopamine dans le cerveau. Donc, ce qui veut dire que le cerveau aime prédire
aime tout ce qui est art, aime tout ce qui est musique, puis la musique qui nous fait frissonner le plus, c'est la musique qui augmente, qui change de rythme. Donc ça, c'était assez intéressant parce qu'à l'Institut neurologique de Montréal, on avait donc le chanteur Sting qui venait souvent pour mesurer est-ce que sa musique va avoir un impact ou pas. La musique aussi, avec l'âge, on peut l'utiliser, surtout dans la maladie de Parkinson, pour mieux bouger, pour harmoniser et améliorer le mouvement humain. Parkinson ou autres problématiques. Pour la maladie d'Alzheimer, la musique aussi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai commencé par dire on a différents types de mémoire. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire à court terme qui est impactée le premier, puis après, petit à petit, c'est la mémoire à long terme. Par contre, la musique, qui est dans la mémoire procédurale, c'est la musique qui ne s'oublie jamais. Alors, même quand on a la maladie d'Alzheimer, et puis qu'on écoute les chansons qu'on écoutait quand on était tout petit, qui nous faisaient tellement du bien, et c'est là qu'on se rend compte que Spinoza avait raison. C'est là qu'on se rend compte que tout ce qui est marqueur somatique, la personne se sent mieux, la personne est bien. Peut-être qu'elle ne se rappelle pas des mots, mais il y a ce sentiment de bien-être. Donc oui, l'être humain est différent. L'être humain aussi, son cerveau répond très bien à art, musique, mais aussi la pleine conscience ou mindfulness comme on l'utilise. Là, c'était aussi une étude qui a comparé les personnes âgées qui méditent, qui utilisent alors cette connexion à soi, et puis les autres personnes qui ne l'utilisent pas. Donc c'est vrai qu'avec l'âge, on se dit je suis destinée à disparaître. On dit j'ai peur de vieillir. Mais quand on sait et on comprend bien le cerveau est capable de quoi, on se dit peut-être que j'ai pas peur de vieillir parce que je sais, je suis convaincue que j'ai plus de sécurité et puis avec ce sécure, c'est-à-dire que je sens avec mes 5 sens. J'expérimente des nouvelles expériences, je coordonne ma cohérence cardiaque avec la musique ou pas, j'unis mes forces physiques et mentales, groupe de marche, discussion, je rallume la flamme de mes réserves cognitives, et puis j'encourage tout ce qui est bénévolat, le don de soi, le don aux autres. En fait, il y a 2 parties du cerveau qui sont dotées, 3 parties, mais je vous donne l'exemple de 2, qui sont capable de neurogenèse, c'est-à-dire cette capacité de faire naître des nouveaux neurones. C'est l'hippocampe, le plus que j'apprends, le plus que je mets en mémoire, le plus que je fais des mises à jour dans la mémoire, et puis l'autre, c'est les ganglions de la base ou noyaux gris centraux, c'est-à-dire le système de récompense, le plus que je me fais plaisir et je fais plaisir aux autres. J'ai la capacité de faire naître des nouveaux neurones, d'avoir vraiment des nouveaux neurones. Les 5 sens, les émotions ont un impact sur le cerveau beaucoup plus, et puis ça prend 25 ans. Le cerveau nous laisse 25 ans pour nous connecter à notre corps, pour ancrer cette cartographie sensorielle, motrice, l'insula, le cortex singulaire, et puis petit à petit, vers 25 ans, on peut avoir le libre arbitre pour décider de ce qu'on veut faire par la suite de notre vie. Alors, cette capacité de neurogenèse, de neuroplasticité à un âge spécifique, non, c'est tout au long de notre vie. C'est vrai que ça devient un peu plus difficile avec l'âge, mais tant qu'on a cette capacité d'augmenter le fonctionnement des différentes parties du cerveau, eh bien pourquoi pas? Jouer à des jeux vidéo, faire des groupes de marche, danser. Le plus important, c'est de maintenir la capacité neuronale du cerveau, peu importe l'âge. Donc l'âge, ce n'est pas important. L'âge, en fait, n'a rien à voir avec l'âge du cerveau. On peut très bien avoir l'âge de 90 ans et puis avoir un cerveau qui ressemble à 40, et vice-versa aussi. Donc, c'est ce qu'on fait avec notre épigénétique qui peut amener beaucoup de changements à notre code génétique. Et ça, c'est une information assez importante. J'ai dit clairement que le cerveau ressemble à une forêt, oui. Que les neurones ressemblent à des arbres, oui. Alors, pour continuer l'analogie, on a ce BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, qui est un facteur neurotrophique, qui est un facteur qui est presque comme les engrais. Et ça, c'est les engrais. Ça, on l'a quand on bouge avec la musique surtout.
Le plus qu'on bouge avec la musique, le plus qu'on a cette capacité d'avoir du BDNF, qui est les engrais du cerveau. Puis c'est sûr qu'on a besoin de ces engrais. Alors peu importe l'âge, je vous encourage à bouger parce que c'est très important. Quand on bouge, on maintient, on a plus de BDNF, qui est facteur neurotrophique, voilà, mais on a aussi les cellules gliales, qui sont les nourricières ouvrières du cerveau, qui arrivent très bien à synchroniser les ondes cérébrales, qui arrivent très bien aussi à gérer la cohérence entre les différentes parties du cerveau. Et pour terminer, je ne peux pas dire tout ça, en fait, je ne peux pas vous parler de tout ça sans bouger. Alors, est-ce que vous avez la capacité de bouger pendant 2 minutes? Pouvez-vous lever, s'il vous plaît? On bouge, comme ça, on est sûr que vous avez tout gardé, parce que quand vous allez bouger, vous allez avoir une augmentation de dopamine et vous n'allez jamais oublier ce que j'ai dit. Alors, ça ne serait pas seulement bouger, mais ça serait aussi faire les mêmes gestes. Donc, on va bouger et on va faire les mêmes gestes. Vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît? Je vais faire... I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still again. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, the fire is safe. I'm like you know, we go. I know, don't know. Let's step up and go. Here come the observer. I'm the lyrical gangster. Big up the queen of the area. Still again. Yes, I'm the observer. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Additionnellement, 3-4 questions, toujours les bienvenus dans une conférence aussi excellente que la vôtre. Merci madame pour une présentation très intéressante, très pédagogique aussi et d'actualité en fait. En vous écoutant et en voyant les données que vous avez présentées, c'est la partie qu'on dit la lecture du cerveau. D'accord? On est en train de corréler l'activité cérébrale avec un certain nombre d'activités. Maintenant, le danger, et c'est la peur de certains neuroscientifiques, c'est la question qui a été écrivée par M. le secrétaire actuel et qui concerne l'écriture sur le site, pas la lecture. Et je suis sûr que vous... ce qui se passe à ce niveau, avec
en jeu pour contrôler le cerveau, et qui risque de mettre tout ça de côté. Et la dernière, c'est des millions de dollars qu'Elon Musk est en train d'investir maintenant pour trouver un chip, une puce implantable dans le cerveau qui le met en synchronisation avec l'ordinateur, avec les appareils qui peuvent, par la suite, ça devient un chemin à deux sens. C'est-à-dire, on peut contrôler l'ordinateur par le cerveau, mais il est tout à fait possible de faire l'inverse, de contrôler le cerveau par l'ordinateur. J'aimerais avoir un petit peu savoir comment vous réfléchissez ou vous pensez à cette question. Merci beaucoup pour la question. C'est une question effectivement assez pertinente. Moi, je crois en l'être humain. Je crois que l'être humain est capable de connaître la différence entre l'utilisation de la science correctement et incorrectement. C'est vrai qu'on a toujours dans notre tête cette histoire de bombe atomique, et c'était scientifique aussi. Alors, je sais que cette fois-ci, c'est beaucoup plus grand l'impact que la bombe atomique, hein, parce que là, on joue avec le cerveau humain. Alors, l'impact et les conséquences vont être pires que la bombe atomique. La bombe atomique avait juste un certain temps, puis voilà. Là, actuellement, jouer avec le cerveau, il y aura des conséquences. Jusqu'à maintenant, les conséquences sont pour le meilleur. C'est pas pour le pire. Après, par la suite, ça serait la décision de Elon Musk et compagnie d'utiliser ces avancées en neurosciences pour le meilleur ou pour le pire. On ne peut pas l'arrêter. Par contre, on peut comprendre comment le cerveau fonctionne, et puis avec cette compréhension de comment le cerveau fonctionne, on peut nous-mêmes avoir la prise de décision sur notre cerveau. Par exemple, pour le meilleur, moi j'ai une application que j'utilise parfois avec les enfants TDAH ou certains types d'enfants qui ont une impulsivité, agressivité, qui n'arrivent pas à contrôler leurs actes. Cette application, c'est vraiment une bande de EEG qu'on met sur le cerveau, et il y a un jeu de fourmis qui pousse un gros caillou. Cette fourmi lit l'application, c'est wireless, Bluetooth, et puis l'application lit les ondes cérébrales de l'enfant. Quand le cerveau émet les ondes bêta, les ondes de concentration, la fourmi bouge. Quand le cerveau émet les ondes alpha ou autre type d'ondes, la fourmi ne bouge pas. Alors l'enfant essaye de faire bouger, il essaye de toucher, puis je lui dis non, c'est avec la pensée. C'est toi qui dois penser. C'est toi qui vas te concentrer. Et quand tu auras la concentration des ondes bêta, la fourmi va bouger. Et puis là, il n'arrive pas. Je lui dis 2 plus 2, 4 plus 4. Et là, tout d'un coup, il y a les ondes bêta qui se mettent en route. Et la fourmi bouge, tu comprends. Donc là, c'est pour le meilleur. C'est pour cette compréhension, tu vois. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides quel type d'onde cérébrale tu veux. Donc ça, c'est pour le meilleur. Ça, c'est l'utilisation de tout ce qui est neurotechnologie ou modulation neurotechnologique pour le meilleur. On a aussi l'autre exemple pour le meilleur, avec certains psychopathes. On peut utiliser les TMS, on peut utiliser l'imagerie transcranial magnetic stimulation, par exemple, ou autre type de machine pour contrôler ou connecter les types de parties cérébrales qui sont complètement déconnectées chez certains psychopathes. Donc la biomoral enhancement. Ça aussi. Tout ça c'est pour le meilleur, ok. Est-ce qu'à un moment donné on va l'utiliser pour le pire? Oui. Oui, et il faut s'attendre à ça. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Non, on ne peut pas l'arrêter. Mais par contre, il faut nous rendre compte que l'être humain est bon. On est né avec une certaine moralité. L'être humain est bon. Donc même si on passe par une période où ça va être utilisé pour le pire, je crois qu'on va revenir à un moment donné pour le meilleur, encore une fois. Mais c'est vrai que ça m'a alertée moi-même quand j'étais dans le bureau de Thomas House, qui utilise beaucoup la TMS, et puis quand il me disait chérie, bouge ta main droite, je bougais ma main droite, puis il me dit maintenant stop ta main droite et puis bouge ta main gauche. Je ne veux pas bouger ma main gauche. Tu veux pas bouger ta main gauche. Je ne veux pas bouger ma main gauche. Et puis là, avec le TMS, il a fait en sorte que je bouge ma main gauche et je ne voulais pas bouger ma main gauche. Ça m'a effrayée. Ça m'a effrayée. Je dis, mais mon Dieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un peut me dire, chérie, tue cette personne, mais je ne veux pas la tuer. Mais je veux la tuer. Donc c'est là où c'est pour le pire. Quand est-ce que ce moment va venir? Pas dans 5 ans, je ne sais pas si c'est dans 10 ans, mais c'est pas proche, heureusement. Pas
neurosciences, qui vient de se développer dans ce troisième millénaire. Et on peut dire que nous vivons actuellement l'ère de neurosciences dans ce troisième millénaire. Mais pour moi, je ne suis pas un scientifique. Je suis un juriste. Ce qui m'inquiète, c'est l'état des droits, de l'éthique et de la religion dans cette recherche des neurosciences. Le développement actuel est le traitement des maladies du cerveau par les cellules souches embryonnaires, chose qui est interdite dans la plupart des pays du monde. En Asie, actuellement, ils ont développé davantage l'utilisation de neurones, de cellules souches embryonnaires contre évidemment l'éthique et le droit. C'est pour la religion. Je voudrais savoir dans quel état se trouve actuellement la recherche dans ce domaine et surtout le traitement contre les maladies du cerveau par l'utilisation des cellules souches embryonnaires. La seconde question, je voudrais savoir, si vous me permettez, dans quel état se trouve actuellement la recherche, le programme de Blue-Brain en Suisse, à l'Université de Lausanne, en collaboration avec l'IBM. Depuis plusieurs années, ils travaillent simplement sur 60 000 neurones. Alors, comme vous dites, nous avons 100 milliards de neurones et 1000 milliards de connexions. Tellement complexe. Et on travaille simplement sur 60 000. Jusqu'à maintenant, ça fait plusieurs années, on n'est pas arrivé à savoir quels sont les résultats de ce travail. Je voudrais, en troisième question, parler de l'inconscient. Vous avez parlé de la mémoire, mais on est la partie de l'inconscient. On magasine véritablement des souvenirs, quelquefois néfastes, négatifs. Certains savants, ils ont écrit pour effacer cette partie nocive de notre cerveau par les moyens de traitement. Je me réfère tout simplement à un livre dianétique qui a été traduit en 1952 à Londres et qui essaie de donner au monde une sorte de thérapie pour effacer la mémoire négative qui se trouve dans l'inconscient. Est-ce que vous pouvez nous enrichir? Et finalement, au Canada, il y avait un projet de loi de traiter le corps humain comme un bien commercial. Et ça a été retiré du Parlement parce qu'il est contre le droit de l'homme. Voilà les questions que je pose. J'espère avoir quelques beaucoup pour vos questions. Alors, je commence par la première, les cellules souches. Actuellement, dans les pays éthiques qui acceptent les cellules souches, c'est les cellules souches du cordon ombilical. Ça, on a le droit et on peut. On demande à la maman, après acceptation, on peut donc sauvegarder pour la mère, sauvegarder au cas où elle ou quelqu'un de proche, même après 40-50 ans, elle peut l'utiliser. Donc ça, c'est OK. On l'utilise dans la maladie de Parkinson ou on l'utilise dans d'autres maladies aussi. Seulement cordon ombilical. Ça, c'est permis dans la loi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est permis. Par contre, pour chaque traitement qu'on voit autour de nous, même tout ce qui est neurotechnologique, il y a un autre traitement que moi j'appelle le traitement par la nature, que la nature nous a donné comme cadeau. La nature nous a donné comme cadeau cette capacité d'avoir des cellules souches, c'est-à-dire la neurogenèse. Quand est-ce qu'on peut avoir des cellules souches dans le cerveau? Avec le jeûne, par exemple. Quand on jeûne, on a cette capacité que le système immunitaire pousse à bout le corps jusqu'à ce que le cerveau ait des cellules souches, encore une fois, ou ait vraiment de la neurogenèse. Le jeûne, ou ça peut aussi être les ondes gamma. Les ondes gamma
sont les ondes de l'émerveillement. Comme j'ai dit, on a 5 ondes cérébrales, les ondes alpha qu'on active juste avant de dormir, juste avant, si on ne rumine pas, si on n'est pas en dépression, si on est bien, si on est en sécurité. Alors, juste avant de dormir, on déclenche les ondes alpha. C'est pour ça, par exemple, que les enfants qui dorment dans un environnement insécure, les enfants qui dorment dans un environnement où à la maison ça gueule partout, puis c'est vraiment un peu frustrant, ils passent cette période d'onde alpha et puis ils entrent directement dans la période d'onde θ. Et puis un cerveau qui dort avec les ondes θ, qui se réveille avec les ondes θ, c'est un enfant qui est considéré comme TDAH. Vrai ou pas, voilà, mais il a le comportement d'un enfant TDAH. Donc moins de capacité d'apprentissage, moins de capacité de contrôler son mouvement. Voilà. Donc on a cette capacité d'avoir les ondes gamma aussi. Les ondes gamma, c'est les ondes de l'émerveillement. Donc juste quand on sort, quand on est devant une montagne ou devant la mer, l'océan, ça dépend de qu'est-ce qui vous amène aux ondes gamma. Hein, c'est très individuel. On a aussi la capacité d'avoir plus d'ondes gamma et donc plus de cellules souches. Ça, par exemple, c'est utilisé aux États-Unis dans certaines institutions avec une lumière spécifique d'activer les ondes gamma. Et ça, on peut avoir avec la nature aussi. Donc, les cellules souches, ce n'est pas quelque chose qui est non éthique. C'est non éthique embryonnaire. C'est éthique à travers le cordon ombilical ou à travers la neurogenèse. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première question. La deuxième question, alors, concernant tout ce que ça peut amener au Canada ou dans d'autres pays, je ne vais pas passer dans l'ordre, je vais passer plutôt avec la dernière question que c'était très intéressant. Au Canada, par exemple, avec le corps humain, voilà, donc ça a été retiré certainement, hein, donc ce n'est pas d'actualité, mais votre partie concernant l'inconscient, c'était super intéressant. Pourquoi? Parce que effectivement, l'inconscient, quand on l'entend, si vous avez étudié Freud, j'ai rien contre Freud, je l'apprécie énormément, c'est sûr, hein, c'est le père de la psychiatrie, c'est sûr, mais bon, est-ce que c'est dans le cerveau ou pas? Moi, je suis sûre que si Freud avait cette capacité de voir le cerveau, il l'aurait trouvé. Il ne faut pas oublier aussi que Eric Kendall, qui est le père des neurosciences, qui est le prix Nobel des neurosciences, qui était mon professeur à Columbia University, voulait être psychiatre. Et de spécialité psychanalytique. Voilà. Alors, l'inconscient existe dans le cerveau. L'inconscient, c'est ce que Antonio Damasio, par exemple, on a parlé des marqueurs somatiques. C'est vrai que les marqueurs somatiques, c'est l'inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui est considéré arrivé dans le cerveau en dessous de 250 millisecondes. C'est un bâton de poker. 250 millisecondes, c'est un bâton de poker. Tout ce qui est inconscient a un impact sur nos prises de décision. C'est pour ça qu'il y a les biais cognitifs. Mais c'est important de reconnaître nos biais cognitifs. Par exemple, il y a un biais cognitif très important, le biais de confirmation. C'est pour ça que les femmes, par exemple, abusées ou violentées pendant l'enfance, vont toujours se retrouver, dans la plupart des cas, avec des hommes violents. Donc ça, c'est le biais de confirmation. Un biais de confirmation qui confirme l'inconscient parce que ça sécurise. Mais quand on a cette capacité de mentalisation, on a la capacité de penser à nos pensées et à même accéder à cette partie inconsciente. La partie inconsciente, c'est un peu les ondes θ, c'est les ondes de l'hypnose, de l'inconscient. Quand on a cette capacité de connaissance de soi, de connexion à soi, on peut très très bien aller se balader dans cette immense forêt, parfois dans des lieux sombres. C'est l'inconscient avec tranquillité et sécurité parce que je suis bien connectée à moi-même. Donc l'inconscient existe, oui. C'est dans le cerveau, oui. On a la capacité d'y accéder, oui. Oublier la mémoire, non. Ça ne s'efface pas. On a bien essayé. On a essayé avec Rob Folol, on a essayé avec le MEG, Magneto-Encephalography, on a essayé. Ça ne s'efface pas. La mémoire ne s'efface pas. Qu'est-ce qui s'efface? Le collage émotionnel avec la mémoire, l'interprétation émotionnelle de la mémoire. C'est ça qui s'efface. Par exemple, on peut utiliser après un viol. Une femme qui a subi un viol, tout de suite, on lui met une quantité énorme de benzodiazépine, ou autre benzodiazépine, mais à quantité énorme, ça doit être au courant de entre 24 heures et 48 heures après le viol. 24 à 48 heures après le viol, et puis là, après, elle se rappelle toujours, mais il y a une certaine distanciation. Comme si c'était, c'est quelque chose qui s'est passé, je comprends que ça s'est passé, je sais, mais il y a cette distanciation, il y a cet impact de j'emmène tout ce qui est rationnel
rationnel au lieu que ça soit seulement figé émotionnel. Alors, réussir à effacer la mémoire, non, mais réussir à réinterpréter la mémoire ou effacer tout ce qui est émotionnel de la mémoire, et ça compte énormément. Remercie beaucoup. Dans la question dans l'intervention de mon confrère, il y avait 4 questions. Nous n'allons pas abuser de votre gentillesse, mais je voudrais vous demander, parce que nous avons un projet dans cette académie que nous avons intitulé « Faire un colloque sur neurosciences et éducation ». Peut-être que vous nous feriez le plaisir de revenir nous voir à propos de ce colloque, si jamais vous